Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGDIM Assurance. Nous allons parler de protection sociale, de prévoyance et de chamallow. À tout de suite. Épisode, nous recevons Quentin Berriot. Vous êtes directeur général d'Uneo jusqu'à fin mars et aussi Yana Bloss, vous êtes directeur général adjoint de CGDIM Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mariana. Alors nous allons parler aujourd'hui de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et des transformations des mutuelles de la fonction publique. Avant de commencer, je vous propose un petit décryptage. La réforme de la protection sociale complémentaire, connue sous le nom de réforme de la PSC, a été décidée par le gouvernement en 2019. Elle est inscrite dans la loi de transformation de la fonction publique portée par la ministre Amélie de Montchalin. L'objectif était de permettre aux agents de la fonction publique de bénéficier d'une complémentaire santé collective financée à 50% par l'employeur. Une revendication des organisations syndicales qui demandaient le même traitement pour les agents publics que pour les salariés du secteur privé. En 2023 et 2024, les ministères ont organisé les premiers appels d'offres pour trouver un organisme assureur. Au ministère des Armées, d'un côté, la mutuelle Uneo, en partenariat avec GMF, a remporté le contrat santé pour couvrir 340 000 militaires. De l'autre, AGPM, Clésia et Harmonie Mutuelle ont remporté le contrat pour couvrir 63 000 agents civils. Depuis le 1er janvier 2025, les agents sont couverts par un contrat collectif de complémentaire santé. La moitié du montant de la cotisation est prise en charge par l'employeur. Alors après ces explications, Quentin Berriot, Uneo est historiquement une mutuelle référencée au sein du ministère des Armées. Votre président est un militaire désigné par les armées. Est-ce que cet appel d'offres était gagné d'avance ? Gagné d'avance ? Je pense que ce serait faire injure aux procédures de la commande publique, d'une part, et puis à l'exigence des forces armées françaises. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans le cadre de la commande publique, c'est un acheteur public qui engage sa responsabilité et par conséquent, les processus doivent être respectés en tant que tels. Si je devais illustrer ce point, en 2018, il y a déjà eu un référencement et Uneo est passé d'une situation quasi monopolistique à une situation de concurrence forte. Deuxième exemple, je pense qu'il y a eu dans la PSC un certain nombre de dispositifs de recours qui ont été exercés. Ça n'a pas été le cas pour Uneo. Et puis je crois que c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a mis en place une équipe quasiment 15 mois avant le démarrage de l'appel d'offres pour travailler cet appel d'offres. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller en formation sur c'est quoi un marché public, c'est quoi la commande publique et comment je réponds à un appel d'offres public. Et cette équipe, elle a travaillé pendant un an un peu dans le vide, puisqu'il n'y avait pas encore d'appel d'offres, et quand l'appel d'offres est sorti, ils ont été sur chaque badge, sur chaque point, ils sont allés chercher chaque point avec les dents pour remporter cet appel d'offres. Donc non, il n'y a pas eu de formalité évidente de gain de cet appel d'offres. Alors pour les mutuelles de la fonction publique, cette réforme de la protection sociale complémentaire, la réforme de la PSC est quand même une révolution. Vous passez de contrat individuel à un contrat collectif. Comment vous avez anticipé un peu cet appel d'offres? Depuis quand vous y travaillez et comment vous l'avez anticipé? En fait, on a travaillé l'appel d'offres bien avant l'appel d'offres. Souvenez-vous, les premiers éléments de réforme sur le sujet étaient fin 2021. Et en fait, on a réuni une trentaine de directeurs, leaders d'opinion au sein de la mutuelle, d'historique. Et puis, on s'est posé la question de qu'est-ce que signifierait la mise en place du worst case scénario. Et le worst case scénario sur lequel on a parié, c'est celui d'un contrat collectif à adhésion obligatoire. Et effectivement, le passage sur un contrat collectif à adhésion obligatoire sur la PSC, c'est pas un choc. C'est pas un choc comme on a connu avec l'ANI, le 100% santé, la résiliation infra-annuelle. C'est une véritable rupture. Et cette rupture, elle s'exerce à 3 niveaux. Premier niveau, c'est celui de la gouvernance. Quelle composition ou comment je vais recomposer mon conseil d'administration? Est-ce que les valeurs de mon conseil d'administration, l'action sociale, la solidarité intergénérationnelle vont subsister?
Premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'opérationnel. On passe de contrats, vous l'avez dit, individuels vers des contrats collectifs. Ça veut dire changer le système de gestion, ça veut dire changer les procédures, ça veut dire changer la distribution. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qu'il faut repenser. Et puis, troisième niveau, et ce n'est pas le moindre, c'est un changement de business model. À la fois sur la partie technique, puisqu'il n'y a plus de solidarité intergénérationnelle, ça pose aussi des questions sur quelle est la taille de l'entreprise, est-ce que j'ai la marge de solvabilité pour répondre, est-ce que j'ai les fonds propres. Et puis sur les frais de gestion, on peut se poser la question de savoir que si un contrat d'entreprise publique est vendu et géré entre 6 et 10%, un contrat de 300 000 personnes protégées doit-il être dans les mêmes espaces. Donc ce n'est pas du tout un sujet qui est trivial, ce n'est pas du tout un sujet stratégique, surtout pour une mutuelle affinitaire, c'est un sujet purement existentiel, sur lequel on a travaillé opérationnellement, mais on a aussi partagé beaucoup avec le conseil d'administration, avec le président. On est allé chercher après les réflexions sur les frais de gestion, comment on pouvait optimiser les choses, et finalement tout ça, ça nécessite une transformation extrêmement profonde de l'entreprise. Alors, on va en parler de cette transformation. Une question pour Yann. Vous avez accompagné de nombreux acteurs de la fonction publique sur cette réforme. Quel regard portez-vous justement sur cette façon d'anticiper l'appel d'offres, ces transformations dont parle Quentin Berriot? Alors en effet, Quentin a déjà dit beaucoup de choses. Il y a un premier sujet qui est peut-être le plus important, c'est le sujet compétences. En effet, la gestion de contrats collectifs change beaucoup de choses par rapport à des mutuelles qui sont historiquement sur l'individuel, ne serait-ce que la gestion des DSN par exemple. Il y a un deuxième aspect intéressant et important, c'est l'aspect de système d'information. Il y a certains acteurs qui ont anticipé et qui ont fait le choix de changer de système d'information avant l'attribution des appels d'offres, et on a d'autres qui ont attendu l'attribution pour lancer le projet. Ensuite, il y a un autre aspect qui est important, c'est le sujet d'efficacité opérationnelle sur du collectif, encore une fois, un métier nouveau. Dans ces appels d'offres de la PSC, les ministères, selon les ministères, il y a eu des niveaux de pénalité qui sont très élevés et donc qui font peser aussi un enjeu fort sur l'efficacité opérationnelle pour ne pas avoir à payer des pénalités énormes. Donc voilà, c'est le regroupement de ces enjeux qui doivent être pris en compte par ces mutuelles-là. Nous, de notre côté, CGDIM, comment on a accompagné les acteurs? On a pu les accompagner, comme on l'a fait avec UNEO, sur l'aspect système d'information. Il y a certains acteurs qui ont fait appel à nous aussi sur un aspect de délégation. Certains ont fait le choix de se dire on n'a pas l'outil, on n'a pas forcément les compétences. Si on remporte l'appel d'offres, alors on déléguera la partie qu'on remporte. Donc voilà, on a été et on est capable et on continue d'accompagner ces acteurs-là sur les différentes possibilités en réponse à ces appels d'offres. Alors vous avez parlé de performance opérationnelle. Comment vous avez réussi à réduire les frais de gestion et de combien ? Alors c'est un travail de très longue haleine. J'évoquais tout à l'heure le groupe de travail qui s'est forgé la conviction de qu'est-ce que serait finalement UNEO après le passage et la mise en place d'un contrat collectif à adhésion obligatoire. On a évoqué les ruptures que ça produit. Et quand on a vu l'immensité du travail à réaliser, on savait ce qu'il fallait faire pour réduire les coûts. Il faut passer vers la digitalisation, on a choisi d'élargir des compétences et d'aller vers la multicompétence. Enfin, on a mis en place un certain nombre de choses. Mais ça, on partageait plus tous ou moins cette vision. Et le sujet, ça a été de se poser la question de savoir si on allait dans une logique très programmatique, où on fait un programme, un projet, et on décline les choses les unes après les autres, avec les risques que ça a de dépendance, je ne parviens pas à livrer tel lot, alors ça empêche, ça fait dérouler. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait tant de sujets à gérer que ce n'était pas forcément la meilleure option. Et donc, on est allé chercher une option qui est un peu différente, qui est qu'on retrouve aussi dans l'armée, qui est une logique d'intentionnalité. Quel est l'effet attendu ? Et on a partagé suffisamment tôt, quasiment 3 ans à l'avance, qu'est-ce qu'on veut avoir demain comme entreprise pour gérer ce contrat collectif à adhésion obligatoire. Et une fois qu'on est parti de ça, chaque directeur, chaque personne qui était dans cette instance a pris délégation de l'effet attendu qu'elle devait mener, et on s'est donné 2 principes d'action. Le premier principe d'action, c'est de dire on utilise tous les potentiels de situation qui s'offrent à nous de façon opportuniste.
et on les traite de façon holistique, système d'information, process, RH. Et on le fait de manière régulière et à chaque fois. Et le deuxième principe, c'est on n'a pas le droit de ne rien faire. C'est facile. La résistance, elle se dissout dans l'action. On agit, on agit, on agit. Et ces deux principes-là nous ont amené au fil du temps à ajuster notre vision des choses, à trouver des bénéfices. Je vais vous donner un exemple. On a mis en place un espace personnel. Sur cet espace personnel, il y a la possibilité de faire du self-care par nos adhérents. C'est très bien. Mais si ce n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc la question, c'est comment finalement j'arrive à augmenter le niveau de gens qui utilisent cet espace personnel, comment j'arrive à les inciter à y aller pour y travailler. Et ça, finalement, c'est le travail à la fois des commerciaux sur le terrain que d'expliquer à un adhérent qui peut y aller, comment il peut y aller. C'est aussi le travail d'un gestionnaire qui est au téléphone et qui prend une sollicitation qu'autrefois il aurait traitée par un ticket qu'il va envoyer à quelqu'un qui va le traiter. Ben non, là on explique à l'adhérent très facilement comment il rentre dans son dossier, comment il fait l'opération et comment il va jusqu'au bout. Et en fait, de traiter tous ces sujets-là sans complaisance, mais avec beaucoup de bienveillance, de manière extrêmement régulière, avec une empreinte managériale qui est assumée et voulue, fait que progressivement, l'entreprise se transforme. On n'est pas dans un effet chamallow. Alors l'effet chamallow, vous voyez ce que c'est vous appuyez sur un chamallow et puis quand vous relâchez, il reprend sa forme. Donc on n'est pas sur un effet chamallow, on essaye de modifier profondément la plasticité de l'entreprise pour qu'elle prenne une nouvelle forme. Et c'est tout le travail finalement d'exécution qu'on a réussi à réaliser pendant 2 ou 3 ans. Donc ça n'est pas uniquement à la fin de l'appel d'offres, c'est vraiment un travail de fond préparé sur l'ensemble des dimensions, SI, process, RH. Et in fine, la réduction de frais de gestion, elle est de combien ? Alors, on a aujourd'hui, on est, je pense, parmi les meilleurs élèves de la classe sur les aspects dans les mutuelles. Donc, on est plutôt satisfait. D'accord. On n'aura pas de chiffres. La grande muette, hashtag la grande muette. Ok. Bon, une autre question peut-être plus qualitative. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? C'est facile maintenant de le dire une fois que c'est passé dans cet appel d'offres. Quelle a été la transformation la plus dure ? Celle de « on a toujours fait comme ça ». La résistance au changement ? Pas tellement la résistance au changement. En fait, on est sur... tout le monde a compris le sens de la PSC. Enfin, on l'a expliqué une fois aux collaborateurs, ils ont tout de suite compris ce que ça signifiait. Donc, il n'y avait pas de sens à porter, pas de vision à porter. La vraie difficulté dans le « on a toujours fait comme ça », c'est comment pour un gestionnaire ou un commercial, moi, ça va m'impacter sur le terrain. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que c'est le dernier kilomètre du collaborateur qui est comment j'amène le changement pour qu'il l'implémente réellement dans sa réalité et dans son quotidien. Donc ça, c'est pour les collaborateurs. On le retrouve très bien en gestion, où on a amené nos collaborateurs vers la multicompétence, c'est-à-dire qu'on avait des couloirs de nage, de souscription, de cotisation, de liquidation de prestations. Là, aujourd'hui, et de back-office et de front-office, là, aujourd'hui, un collaborateur, il va à la fois prendre le téléphone, faire des opérations de back-office, il peut intervenir en liquidation de prestations comme il peut intervenir en cotisation. Et donc cette ouverture, finalement, elle est extrêmement riche et c'est ça qu'on a été chercher. Et là, l'empreinte managériale dont je parlais tout à l'heure, qui est nécessaire, qui nécessite beaucoup de bienveillance, prendre les gens par la main pour les aider à avancer est important. Mais c'est d'emmener tout le monde et c'est là où on n'a pas de complaisance, c'est qu'il faut que tout le monde y aille parce que finalement, on est face à un non-choix. Et puis deuxième élément de « on a toujours fait comme cela », c'est notre écosystème. L'assureur, le gestionnaire, il n'est pas tout seul. Il est dans un écosystème avec des contraintes réglementaires, avec des assisteurs, avec des réseaux de soins, avec des sous-traitants, des prestataires. Et notamment en ce qui nous concerne, on a dû mettre en place un certain nombre de dispositifs de sécurité qui sont liés à la population que l'on couvre. Et donc de changer le mode de fonctionnement, ça fait partie des enjeux qui étaient extrêmement forts et sur lesquels on s'est battu. Et on a toujours fait comme cela, on a réussi à faire autrement. C'est bien, c'est bien. Jana Bloos, pensez-vous que la réforme de la PSC est comparable à la généralisation de la complémentaire santé dans le secteur privé de 2016 ? Alors, c'était en effet une transformation, Lani. Néanmoins, on est sur une transformation où c'est des acteurs qui géraient du collectif qui ont étendu leur périmètre. Ça a quand même permis de voir l'émergence de certains acteurs avec des offres simplifiées, des parcours plus digitaux.
pour adresser des petites entreprises, par exemple, qui pouvaient ne pas être couvertes, mais voilà, c'était plutôt l'élargissement d'un périmètre. Là, sur la PSC, on parle d'acteurs qui étaient historiquement sur l'individuel, qui se transforment sur le collectif. On l'a évoqué avant sur les sujets de compétences, de systèmes d'information, etc. Mais le changement est majeur, beaucoup plus en rupture, comme Quentin le disait. Donc voilà, on était sur une évolution de système et une réglementation. Là, on est sur quelque chose, une rupture majeure en effet, et en plus sur des acteurs qui géraient du très gros volume. D'un point de vue RH, Quentin Berriot, que sont devenus les commerciaux qui avant commercialisaient des contrats individuels? Est-ce que vous avez emprunté la voie de la diversification? Alors déjà, ils vont bien, ils charbonnent. Alors oui, mais ce n'est pas dû à la PSC. En fait, en 2018, quand on a été mis en concurrence et qu'on est rentré dans la concurrence, on s'est retrouvé à vendre des produits très similaires à nos concurrents, à des prix très similaires. Donc il a fallu se différencier et on a choisi, peut-être à contrario de certaines mutuelles affinitaires, d'affirmer et de continuer à affirmer notre caractère de mutuelle complémentaire des forces armées dédiées à la communauté défense. Mais on a voulu le faire beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément et on a monté le premier portail de la communauté défense. Donc on a élargi notre gamme d'offres avec de la prévoyance, avec de l'épargne, avec des solutions du quotidien, avec de l'IARD, de la banque. Et donc très tôt, nos commerciaux ont commencé à être promoteurs d'autres choses que de la santé et d'autres choses que des produits d'assurance ou de banque. Et pour vous donner quelques chiffres, on faisait 0 contrat de prévoyance en 2018. Aujourd'hui, on assure 1 militaire sur 3 en prévoyance aujourd'hui. On vend environ une vingtaine de mille de contrats, que ce soit de l'IARD, de la banque, de l'épargne chaque année. Et dans notre portail de solutions communautaires, on distribue avec une croissance qui est de l'ordre de 30 à 40% par an, 175 000 transactions qui ne concernent ni la banque ni l'assurance, qui sont des téléphones, des téléviseurs, des voitures, des vacances, etc., qui sont dédiés à notre communauté et pour lesquels, en fait, on satisfait un certain nombre de besoins peut-être de CE qui n'existent pas naturellement dans les forces. Donc vous apportez une valeur ajoutée au-delà de l'assurance. Absolument. Et ce sont notamment nos commerciaux qui portent cet aspect de diversification dans lequel on s'est engagé. Votre retour d'expérience est très intéressant. Maintenant, vous avez gagné cet appel d'offres. Mais dans 6 ans, le marché sera à nouveau ouvert. Et comment faire en sorte que la mutuelle soit moins dépendante de ce seul contrat? Est-ce que vous avez envisagé des pistes pour les prochaines années? Alors, je vais laisser le président et mon successeur définir le choix de la temporalité et des modalités de communication sur ce plan stratégique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, quand vous avez, et ça c'est du bon sens, quand vous avez un contrat qui pèse grosso modo un tiers de votre activité, il faut vous poser la question dans 6 ans de savoir qu'est-ce qui se passe si vous le perdez, puisque ça n'est pas qu'une formalité. Et donc il faut trouver un modèle qui vous rende moins fragile. Ce modèle-là, il va aller soit vers des logiques de diversification, soit vers des logiques de rapprochement. Quoi qu'il en soit, ce qui me paraît important à ce stade, c'est qu'est-ce que Uneo a hérité de la mise en place de la PSC. Et bien, 2 atouts qui sont majeurs, on l'a vu tout à l'heure, les frais de gestion et puis la mise à disposition d'un système d'information qui est sécurisé et qui répond à des besoins que peut avoir le marché dans un contexte géostratégique qui évolue. Yann Abelos, quel regard portez-vous sur des différentes stratégies de diversification possibles pour des mutuelles comme Uneo ? Alors, déjà, pour certaines mutuelles, le gain de la PSC, c'était une question de survie. Ces mutuelles géraient des populations dans une logique affinitaire, pour certaines sans se poser la question qu'un jour, ils pouvaient perdre ce marché-là. On a vu des stratégies de réponse, des stratégies d'alliance pour certains acteurs pour être sûr de conserver des pans de portefeuille. Néanmoins, on a vu aussi quelques nouveaux entrants qui ont remporté quelques appels d'offres de la fonction publique
Donc on se rend compte en effet qu'il y a un enjeu pour les mutuelles, sans doute de désensibilisation au portefeuille historique. Et donc là, on est face à une équation très compliquée pour les mutuelles qui est de se dire comment, tout en restant affinitaire, donc là on parle en effet de la population militaire, mais il y a évidemment toutes les autres populations, les médecins, les notaires, etc. Comment en restant affinitaire avec une création d'offres, une logique de distribution connue, éprouvée depuis des années, si on a une mise en concurrence et qu'on perd des marchés, comment on survit et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de nouveaux marchés sans perdre ce lien? Et donc là, en effet, Quentin parlait tout à l'heure de l'IARD, donc il y a des mutuelles qui regardent l'épargne, l'assurance vie, il y a aussi certains qui devraient ou doivent ou commencent à le faire, à s'étendre à l'international. Donc il y a aussi cette vision-là qu'il faut élargir. Mais en tout cas, les mutuelles aujourd'hui doivent, par cette mise en concurrence, regarder d'autres marchés, d'autres offres pour survivre au-delà en effet de l'enjeu central qui est l'efficacité de gestion. Il y a aussi une question qu'on se pose, c'est comment ça s'est passé ce déploiement du contrat depuis le 1er janvier. J'ai envie de vous la poser à tous les deux. Voilà, depuis le Quentin-Berriot, comment ça s'est passé depuis le 1er janvier et surtout les phases précédentes pour le déploiement, pour être prêt au 1er janvier 2025. Déjà, le premier défi, c'était de gagner l'appel d'offres. Oui, on en a parlé. On en a parlé. Non, mais il ne faut pas l'oublier. Le deuxième, c'est de le mettre en œuvre. Je vais vous refaire simplement la frise temporelle. On répond pour le 15 janvier, phase d'oral, et on apprend fin avril que l'on remporte l'appel d'offres. Les travaux de cadrage démarrent avec le ministère à partir de la mi-mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, vous passez en prod. C'est le go live, il faut aller chercher les 320 000 militaires de l'ensemble des armées et les affiliés sur le contrat. Donc le temps finalement est extrêmement court avec des problématiques qu'a soulevé Yann, qu'on a rencontrées, des problématiques fonctionnelles, des problématiques aussi techniques, des volumes de DSN tels qu'on les a rencontrés, on ne les rencontre pas tous les jours, c'est aujourd'hui le plus gros contrat mis en place. Et donc on a travaillé tout ça sur cette période. Le bilan, c'est quoi? Au 1er janvier 2025, on a 100% des militaires qui ont été affiliés. L'ensemble des processus de gestion fonctionnent, que ce soit l'affiliation des jeunes engagés, parce que l'armée embauche très régulièrement 2000 à 3000 personnes, 2000 personnes tous les mois. On appelle les cotisations, que ce soit les cotisations collectives ou les cotisations individuelles, on paye les prestations, donc le contrat fonctionne. On a résolu, je pense, ensemble un certain nombre de difficultés, des difficultés techniques et de sécurité. Mais ce qui me paraît intéressant en termes de rétex, c'est le suivant. C'est que c'est la communication, cette fois-ci, du dernier kilomètre, non pas vers le collaborateur, mais vers l'adhérent. Pourquoi? Parce que les jeunes de 17 ans, la protection sociale complémentaire, c'est pas vraiment un sujet. Et donc, comment j'attire finalement cette population pour qu'elle rentre dans un processus de souscription, d'affiliation, et qu'elle se dise, tiens, et puis ma famille, etc. Et donc la difficulté a été là-dessus. C'est comment je fais, comment ça fonctionne, et comment j'implique finalement. Et moi, il m'est arrivé assez régulièrement, sur le dernier trimestre de l'année, dans la rue, d'aller voir des jeunes qui étaient en opération Sentinelle, et alors, tu as fait ton processus d'affiliation? Non, bah écoute, je vais te montrer, et puis en patrouille, là, tiens, on fait le truc sur ton smartphone, en 3 minutes, c'est fait, terminé. Mais en fait, il y a un vrai sujet autour de ça, c'est est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et comment je m'implique dedans? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et donc ça a des effets de rémanence, parce que, en fait, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Et puis tiens, je pensais finalement que ma fille, je vais la mettre, mais je vais la mettre que le 15 janvier. Et donc, on fait des rattrapages comme ça. Deuxième élément qui me paraît important, c'est qu'on gère un contrat qui est d'une taille incroyable, 320 000 personnes protégées. Alors qu'avant, vous en aviez combien? Plus les ayants droit, mais sur un contrat, plus les ayants droit. C'est un contrat qui fait plus de 400 000 personnes aujourd'hui protégées. Et donc, quand vous avez des cas particuliers à gérer, en fait, vous ne gérez pas un cas particulier. Vous gérez un cas particulier de 500 personnes. Et si vous avez 40 cas particuliers à traiter,
ça fait tout de suite des volumes qui sont énormes. Et là, finalement, ça sort un peu des process industriels. Alors que ce soit des questions qui sont liées à les personnes étaient couvertes à la PSC via Mayotte, mais l'Assemblée nationale a été dissoute, donc il a fallu les ramener sur le contrat, etc. Ce sont des choses de la vie qu'il a fallu absorber et sur lesquelles. Donc globalement, le contrat fonctionne bien, mais on a traité et à affronter au quotidien un certain nombre de cas particuliers qu'on prend un par un avec le ministère et les adhérents pour voir comment on les traite. Et je pense que cette dimension de volume, en fait, c'est le point essentiel, le point principal qu'il faut avoir en tête. On a anticipé énormément de cas de figure, mais on a eu aussi des canons conformes qu'on n'a pas imaginés ex abrupto. Voilà. Et donc ça prend un peu plus de temps. Alors ça prend un peu plus de temps, mais globalement le contrat tourne. Donc là, on est simplement dans la rémanence de cette mise en place. Alors, il nous reste peu de temps. Yann, quel rôle avez-vous eu dans le déploiement de ce contrat et comment ça s'est passé ? Alors, déjà avec UNEO, on est en partenariat de longue date. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble sur des sujets logiciels, sur des sujets de tiers payants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé la brique de gestion collective, Easy Collectif, chez UNEO. On travaillait sur notre outil Active Infinite par le passé. Ensuite, ce qu'on a fait assez rapidement dès l'attribution, c'est qu'on a travaillé sur les espaces digitaux, des éléments très importants dans le cadre de cette nouvelle gestion. On a travaillé aussi sur les DSN à gros volume, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on teste assez rapidement aussi pour sécuriser tous les aspects cotisation. On a testé les entrées-sorties de personnel, donc voilà, tous ces éléments de vie sur le collectif, on les a travaillés et on les a travaillés avec beaucoup d'intensité. Et peut-être un dernier point pour aller vite, Quentin l'a évoqué, c'est les aspects sécurité. Évidemment, sur le ministère des Armées, il y a des exigences de sécurité très élevées et donc on a dû, nous aussi, travailler avec UNEO sur certains chantiers qui étaient nouveaux, liés à ces nouvelles exigences, pour mettre en place les briques de sécurité qui permettent aujourd'hui de répondre aux exigences pour UNEO et pour le ministère. Alors, il nous reste peu de temps, mais je vais quand même poser les questions que j'avais prévues parce qu'elles sont intéressantes. Donc, il y a la question des équilibres techniques. Alan, c'est le néo-assureur qui se présente sur des appels d'offres de la fonction publique, s'est ému des niveaux de tarification pratiqués par le consortium mutualiste aux ministères sociaux. Donc, est-ce que vous pensez que ces niveaux de tarification sont tenables dans la durée ? Moi, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas vu ces niveaux de tarification, donc j'ai pas d'avis à poser. Et puis, je me permettrai pas de commenter les positions des uns et des autres. La seule chose que je peux dire, c'est que quand vous êtes sur un contrat, je reviens à UNEO qui couvre 400 000 personnes. Si vous vous trompez d'€1 par mois sur la tarification sur 12 mois et que vous vous embarquez sur 6 ans, vous faites le calcul vous-même et vous voyez qu'il y a un sujet d'équilibre technique qui n'est pas à négliger. La deuxième chose, c'est, je pense, on l'a évoqué tout à l'heure, la performance opérationnelle, l'efficacité opérationnelle, elle est absolument déterminante. Je prenais l'exemple d'un contrat de 5 à 10 000 têtes. S'il est géré, on va mettre une fourchette large, comme ça il n'y aura pas entre 6 et 10% par certains acteurs. Comment expliquer qu'un contrat de 300 000 personnes, vous ne soyez pas dans ce type d'épure ? Donc ça veut dire que ce travail de tarification, il est à la fois à conduire sur la partie technique, mais aussi il faut faire le job jusqu'au bout sur la partie efficacité opérationnelle. Et ça, je pense que c'est un point qu'on doit tous avoir dans nos objectifs, et puis les pouvoirs publics nous le répètent suffisamment, donc si on l'avait oublié, voilà, c'est l'occasion de le rappeler. Alors, pour finir sur la santé, très rapidement, avez-vous répondu à d'autres appels d'offres, mis à part celui des armées ? #grande muette. Ça veut dire que peut-être quand même. Hein. Sinon, vous auriez dit non. Hein. Ok, donc on va maintenant passer à la prévoyance. Vous dites que vous assurez aujourd'hui un tiers des agents de ce ministère. Il y a un appel d'offres qui a été publié en février dernier pour mettre en place un contrat collectif à adhésion facultative à partir de 2026. Est-ce que vous allez y répondre ? Quel regard portez-vous sur cet appel d'offres ? #on va le gagner.
Ah, d'accord. Est-ce que vous Donc avez... oui, on va y répondre. Aujourd'hui, on est un acteur incontournable de la prévoyance militaire. Vous avez rappelé le chiffre. Donc, je pense qu'on a démontré en 6 ans un certain nombre d'atouts, des atouts de facilité et de lisibilité des produits et sur lesquels on saura capitaliser, et puis des atouts aussi en termes de gestion et notamment de liquidation de gestion sur lesquels on va capitaliser. Donc on a des vrais avantages concurrentiels qu'on va mettre au service de la réponse, mais on va quand même attendre le cahier des charges qui devrait tomber dans les prochains mois, semaines, j'ose même plus projeter de temps. En tout cas, vous n'êtes pas le seul acteur qui va se positionner sur cet appel d'offres, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, Yana Bloss, quel regard portez-vous sur ces types d'appels d'offres qui sont plutôt des contrats facultatifs rapidement ? Alors, en effet, quelque chose qui interpelle, c'est le côté facultatif. En fait, on sait que la population publique est assez peu couverte sur la partie prévoyance, ce qui pose un problème, notamment pour les familles. Si l'assuré est malade, ça peut mettre la famille en difficulté. Donc c'est la question, moi, qui pose. Évidemment, il y a un sujet de financement côté public, on le sait également. Néanmoins, moi, ce qui m'interpelle dans cet appel d'offres, c'est le côté facultatif. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire ? C'est comme dans la fonction publique territoriale. Peut-être qu'un jour, si l'accord est transposé, ça va être obligatoire. Avant de nous quitter, Quentin Berriot, vous avez annoncé votre départ de la mutuelle Uneo. C'est Paul-Henri Mainviel qui prend la succession à la direction générale. Est-ce que vous allez rester dans le secteur de l'assurance ? Je vais rester dans le secteur de la protection sociale. On a réalisé au cours de ces 7 années un plan stratégique, on a mis en place avec succès la PSC. Il est temps pour moi de me rechallenger. Je veux me donner finalement les conditions d'un vrai choix en ayant la disponibilité de mon temps et de l'esprit. Donc voilà, vous me retrouverez dans la protection sociale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.